Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette dernière table ronde concernant cette journée de la vidéo numérique ici à Lausanne. Avec autour de cette table pour cette dernière table ronde, Michel Croibier qui est directeur et fondateur de Dotcast. Avec nous également Charlie Freffel qui lui est directeur de Xtendix. Et enfin Jacques Lacour qui lui est le responsable vidéo auprès de la banque Pictet. Avant de débuter sur la question justement de l'IT et de la sécurité, c'est ce qui nous intéresse pour cette dernière table ronde. Quelques chiffres. Michel, les grands chiffres techniques que l'on peut donner sur cette thématique. Oui, alors voilà, donc on a quelques éléments, je ne sais pas si on les a ici directement. Voilà, donc tout simplement dire que la vidéo numérique, c'est pas comme un simple fichier numérique, c'est pas comme une simple photo. On a tendance à dire habituellement, c'est que une page web qui s'affiche lentement, c'est toujours une page web. Une vidéo qui s'affiche lentement, c'est plus une vidéo. Donc on sent tout de suite qu'on a des contraintes techniques sur les infrastructures informatiques. Sur cette première image, on voit très rapidement qu'une vidéo numérique, si on ne fait pas de traitement particulier, c'est 2,3 gigabits par seconde. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis on va voir sur les slides suivantes ce que ça signifie en termes d'ordre de grandeur. Si on prend un fichier ProRes, c'est un format de fichier de production, on va dire qu'on rencontre presque tout le temps, qui fait 180 mégabits par seconde. Si on veut le jouer, il faudrait presque 2 liaisons Ethernet 100 déjà. On voit qu'une simple liaison Ethernet ne suffit pas pour jouer ce fichier. Les floppy disks, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, mais s'il y en avait encore, 0,06 secondes de vidéo. On prend un peu la mesure de la chose. Une petite clé USB ne stockera généralement pas plus de quelques minutes. Quand un disque dur de 250 Go qu'on considère habituellement comme le disque qu'on trouve dans un PC standard comme celui-ci ou autre, bien ma foi, on n'ira pas beaucoup plus loin que 3 heures de vidéo. On a déjà quelques idées. Si ensuite, on a parlé tout à l'heure des archives, retournons un petit peu du côté des archives et regardons un petit peu ce que ça signifie. Si on veut stocker 2000 heures de vidéos en format broadcast, dans un format, à nouveau, j'ai pris un format standard à 70 mégabits par seconde, ce qui est un format XDCAM, je dirais à peu près en HD quand même. Voilà, ces 2000 heures vont nous coûter déjà 62 Tera. Et il faut penser qu'il va falloir stocker ça 2 fois, parce qu'on veut de la redondance, on ne veut pas perdre nos archives. Donc on arrive sur des volumes qui sont de l'ordre de 120 terabytes. Si on fait un simple live streaming, comme on est en train de le faire là aujourd'hui, 2 heures de vidéo live, imaginons qu'on ait 3500 personnes qui regardent ce flux à 2,5 mégabits seconde, ce qui est un encodage pas extraordinaire, qualitativement parlant, on va quand même délivrer à l'ensemble de la planète quelque chose comme 6 terabytes. Donc c'est des valeurs qui sont quand même énormes. Donc voilà, là je vous rappelle très rapidement qu'un simple fichier d'1 heure peut peser jusqu'à 80 gigas. En format professionnel. Donc voilà, tout ça pour rappeler qu'on a un impact qui est important sur les infrastructures. Impact en termes de stockage, en termes de bande passante, en termes de capacité également des postes de travail de l'entreprise, capacité à jouer de la vidéo de bonne qualité sans qu'elle soit saccadée, etc. Et tout en servant la vidéo, il faut continuer à servir le métier de base de l'entreprise. On en parlera avec Jacques. Le métier de base de Pictet, c'est pas la vidéo, c'est la banque. Donc priorité au trafic bancaire. Comment est-ce qu'on va adresser ces problématiques de ne pas péjorer le trafic bancaire avec de la vidéo qui, naturellement, va consommer énormément plus. Alors Michel, vous me voyez venir avec ma question. Quelle solution il faudrait adopter, choisir et pourquoi ? Alors, les solutions dépendent un petit peu des entreprises, mais il y a quelques grandes tendances aujourd'hui. Typiquement, quand on a un métier qui fait appel à l'informatique et qui est très dépendant de l'informatique, ce qui est le cas aujourd'hui dans presque toutes les entreprises, soyons honnêtes, eh bien, il est sage de séparer le trafic vidéo, trafic média, du trafic métier. En organisant la topologie réseau pour faire en sorte qu'on ait de la réservation des bandes passantes et des tuyaux qui soient réservés pour la partie média et que si un jour ces tuyaux s'engorgent parce qu'il y a trop de médias, il y a trop de monde qui regarde la vidéo au même moment, on va faire en sorte que ça n'arrive pas, on va essayer de les calculer en fonction de ça, mais si ça arrive, eh bien ma foi, le trafic bancaire à côté continuera à fonctionner. Et puis concernant la bande passante interne, comment est-ce qu'on va l'utiliser, le multicast ? Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser la bande passante interne à l'entreprise.
Le cas le plus courant, c'est quand on fait un live. Parce que quand on fait un live, par essence même, tout le monde regarde au même moment. Si on ne fait pas vraiment attention à ce qu'on va faire, on va se heurter à plusieurs problèmes. Un problème dans l'entreprise, où chaque poste va consommer le flux vidéo, et donc on va avoir un flux vidéo de 1 mégabit qui va être multiplié par le nombre de postes. Au niveau du poste, ça posera peut-être pas de problème, mais au niveau des switches et des concentrateurs, on va commencer à avoir des additions de bandes passantes qui vont faire qu'au bout d'un moment, le réseau va simplement s'arrêter de fonctionner. Donc pour éviter ça, et quand on fait du live, et j'insiste bien quand on fait du live, parce que ce n'est valable que pour le live, on va pouvoir faire du multicast. Différence entre l'unicast et le multicast. L'unicast, c'est chaque poste qui va dire, tiens, moi je vais faire une demande pour avoir le flux. Et le serveur va lui donner le flux et va générer un flux complet du serveur jusqu'au poste client. Le multicast, c'est un peu l'inverse. C'est un peu comme la télé. On émet sur une grosse antenne. Et puis après, tous les postes récepteurs vont simplement se régler sur la fréquence de la chaîne de télé. C'est-à-dire qu'ils vont aller se connecter sur le flux qui existe déjà. Et dans ce cas-là, tout le monde aura le même flux au même moment, mais en générant beaucoup moins de bandes passantes. Ça ne s'applique malheureusement qu'au live. On comprend bien que tout le monde regarde exactement la même chose au même moment, dans ce cas-là. Et que si quelqu'un décide d'aller regarder une vidéo à la demande, son voisin ne regardera pas forcément la même vidéo, et en tout cas pas au même moment. On aura donc deux flux totalement séparés, et on retombe dans la problématique de l'unicast. Oui. Charlie Freffel, quelles sont les solutions techniques liées à cette problématique ? Justement, le problème, comme il a dit Michel, la bande passante, elle n'est pas, on ne peut pas l'augmenter d'un jour à l'autre. On aimerait bien des fois, et aussi les clients, mais ce sont des procès qui prennent beaucoup de temps et sont aussi coûteux. Alors, justement, si possible, on utilise le multicast, comme vient de le dire Michel, ce qui va faciliter, ce qui va donner l'option de faire du live, même dans un environnement où il n'y a pas les bandes passantes vraiment trop larges. Et ce qu'on a aussi déjà fait, quand ce n'est pas possible, c'est on appelle ça des systèmes cache, où on charge la vidéo, même en live, partiellement, et après distribue, par exemple, dans une succursale. Et c'est comme ça qu'on peut éviter le problème que tout d'un coup, tout se termine, parce que le plus grave, c'est pas qu'on ne voit plus la vidéo. Le plus grave, c'est que le business ne tourne plus. On a vu ça. Tout d'un coup, une banque, c'était pas chez vous, qui a fait un livecast pour la première fois. Ils pensaient que ça fonctionnait bien. Puis voilà, après 300-400 personnes qui ont regardé, c'était terminé. Vraiment, le business était en risque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant, justement, avec des systèmes de cache, de répétition, je dirais ça peut-être d'une manière simple, qui évitent ce problématique. Et naturellement aussi, quand on utilise des CDN, ce sont des réseaux internationaux, pour aussi dans on-demand, pour assurer que même 50 000, 100 000 personnes peuvent regarder disons une vidéo. Je donne un exemple. On fait par exemple pour le Hockey Cup, c'est quand même intéressant de voir combien de spectateurs. Il y en a vite 20 000 à 25 000. Et ça, c'est plus ou moins pas de problème parce qu'on met à disposition tout ce qui est nécessaire. Mais on a aussi vu que dans les stades B, tout d'un coup, il n'y a pas de connexion Internet. Alors, on doit faire appel à Swisscom et d'autres pour aller mettre une bande passante qui, au moins, nous donne la possibilité de faire une distribution. Donc, ça dépend vraiment du client. Mais c'est le cas. On est toujours en discussion avec IT. Parce que c'est eux qui contrôlent le réseau. Et il faut trouver des solutions. Et j'ai jamais vu une solution qu'on peut prendre une à une dans une autre entreprise. C'est vraiment au cas par cas. Ouais. Jacques Lacour, votre expérience chez Pictet, on a compris que ce n'était pas votre banque dont prend l'exemple Charlie Freffel à l'instant. Mais est-ce que vous avez connu des situations, on va dire, similaires, où il y a eu des problèmes justement de flux par rapport à la bande passante ? Alors des problèmes pas, mais on est dans le même cas de figure que tout le monde. C'est une question de savoir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. C'est un coût, on choisit une certaine bande passante, puis après on décide de ce qu'on fait. Une des données chez nous clés, c'est qu'effectivement le business est prioritaire. Il n'y a pas de discussion sur toutes les questions vidéo. Et puis, donc, la première question, c'est cette question de bande passante. Et puis, la deuxième question, c'est la question de la sécurité.
On ne peut pas se permettre d'avoir une attaque sur notre serveur qui passerait par la vidéo ou par je ne sais quel biais et qui atteindrait notre business. Donc la solution elle est très simple. Pour nous, on sépare complètement les deux choses. C'est comme si on avait deux entreprises de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque de ce côté-là. Et du coup, est-ce que la sécurisation est différente dans ces deux éléments ? Alors, sans rentrer dans les détails de la sécurisation, non, la sécurisation est la même. Les gens qui s'occupent de sécurité s'occupent autant des questions de sécurité en vidéo que de la sécurité des données bancaires. Et puis, les gens qui s'occupent des flux vidéo et des flux de données bancaires sont les mêmes. C'est l'équipe d'IT qui fait ça très bien et qui connaissent très bien leur métier et qui savent ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne souhaiterait pas avoir d'autres choses de temps en temps. Naturellement. Alors justement, sur la question de la sécurité, évidemment pour une banque, c'est extrêmement sensible, extrêmement important, sans nous révéler des secrets de maison. Comment assurer cette sécurité des données ? Vous nous dites que c'est le même modèle finalement pour le flux que pour les données bancaires. Quel modèle est-ce que vous avez adopté ? Alors on en avait brièvement parlé ce matin. Tout d'abord, il faut séparer le type de sécurité qui est attaché au contenu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont absolument pas, qui n'ont pas besoin d'être cachées ou qui sont secrètes puisque c'est de l'actualité de tous les jours, des choses que tout le monde peut trouver sur Internet et il n'y a pas besoin pour nous de coder quoi que ce soit. Donc en fait, il faut d'abord définir des degrés de sensibilité. Alors de nouveau, je ne rentre pas dans les détails de comment on classifie les contenus, mais enfin, il y a des hiérarchisations. Et puis la même chose, il y a une hiérarchisation des personnes qui accèdent à quel contenu. Or ça, on n'invente rien du tout. Toutes les banques font la même chose. Tout le monde a ses niveaux de sécurité en fonction des personnes, des accès, c'est rien de nouveau et des choses que vous pouvez imaginer facilement. Et on applique ces mêmes modèles à la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a quelques vidéos qui sont strictement confidentielles et avec un très petit nombre de personnes qui peuvent atteindre ces vidéos, celles-là sont extrêmement bien protégées. Et puis d'autres vidéos à l'opposé qui sont totalement ouvertes à tout le monde. N'importe qui peut accéder à ces vidéos, notamment toutes celles qui servent de promotion de nos produits sur Internet. Tout le monde peut y accéder et on souhaite même que le plus grand nombre de personnes y accèdent. Michel Croibier. Oui, sur la gestion des droits des utilisateurs, les accès aux vidéos. Donc, en général, effectivement, ces droits sont déjà définis, dans un Active Directory, la plupart du temps, dans ces grandes entreprises. Donc, la méthode la plus courante qu'on pratique, c'est qu'on va aller simplement utiliser les enregistrements de l'Active Directory pour donner accès au groupe d'utilisateurs dans l'entreprise. Ce qui va définir que certains groupes d'utilisateurs ont des droits en lecture, d'autres en publication, sur telle ou telle partie ou silo de médias qu'on va définir. L'autre façon de sécuriser ces contenus, c'est de les stocker dans l'entreprise et non pas à l'extérieur. Donc on a parlé de la différence entre le on-premise et le cloud. Quand on arrive dans des entreprises où le secret est important, et bien là, effectivement, le cloud est toujours vu avec énormément de méfiance. À raison. À raison, oui et non. Je dirais que oui, effectivement, plus une question de responsabilité que de raison ou de risque. Quand le contenu est stocké chez le client, dans ses propres infrastructures, ma foi, il en est responsable en termes de sécurité. Si l'exigence du client est plus haute que ce qu'on est capable d'assumer nous-mêmes, avec les services qu'on offre, même s'ils sont très sécurisés, on se dit non mais là, franchement, ça nous dépasse, on va laisser le client assumer la partie sécurité et on va discuter avec les services IT du client et on va dire, voilà, nos serveurs, on va les installer chez vous, vous allez les maîtriser, etc., avec le stockage chez vous. Maintenant, il y a le cas, sans aller jusqu'à la vidéo libre de droit qu'on va diffuser sur YouTube, il y a pas mal de cas, et c'est la majorité des cas, où des vidéos ont une nécessité de confidentialité, mais elle n'est pas aussi importante que pour quelques cas extrêmes. Bien là, on a des solutions, et je pense que Charlie va pouvoir les détailler sur du private cloud qu'on est capable de déployer. Chose importante qu'on déploie en Suisse, sur le territoire national, ce qui rassure beaucoup certains de nos clients. Je vais peut-être laisser Charlie détailler. Ces solutions ? Oui, non, c'est exactement le cas. D'ailleurs, c'est aussi un de nos atouts, c'est d'avoir cette Swissness. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les données sont pas seulement en Suisse, mais ils sont stockées chez une compagnie suisse, parce que ça c'est aussi... Dans des bunkers ?
Pardon? Dans des bunkers? Non, pas dans des bunkers. En principe, dans un data center qui, entre autres, est le data center aussi de la télévision suisse. Hein. Et donc, eux, ils connaissent, ils savent que c'est le streaming. Donc là, il n'y a pas de plus suisse pour les clients. Et ça, c'est pas une question que c'est beaucoup plus sûr, peut-être, à la limite, mais le responsable de sécurité, il aura tout fait pour assurer le maximum en sécurité. Je crois que on ne peut pas tout sécuriser, mais on a tout fait. Je vous donne un autre exemple où un client qui fait son trimestriel public, donc sur le site web, ce qui est donc tout à fait en cloud, même sur notre cloud qui n'est même pas privé. Et pour comment est-ce qu'on dit, ils font un test avant, avec les chiffres qui sont vraiment les chiffres. Donc le CEO, il parle là, ou bien le CFO. Et ça, ce serait... on ne pourrait pas imaginer de mettre ça sur le cloud parce que quelqu'un pourrait accéder. Par exemple, notre manager du système, il pourrait aller regarder. Et imaginez-vous des chiffres, les savoir en avance, ce que ça pourrait donner comme problème. Donc c'est pour ça, là, il n'y a aucune autre solution d'avoir ça en interne. Et si en interne, quelqu'un fait quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de différent. Mais la sécurité aura tout fait pour assurer justement ces données. Et ouais, c'est un peu la situation qu'on est dedans. Jacques Lacour, vous rejoignez cette méfiance vis-à-vis du cloud? Absolument. Et puis j'aimerais ajouter quelque chose qui, je crois, est très important. On ne peut pas dire j'ai tout fait, c'est en ordre, je peux me reposer sur mes lauriers. Non, la sécurité, c'est tout le temps et tout le temps remis sur le tapis. Je veux dire, il faut tout le temps rien n'est gravé dans le marbre. Il faut revoir nos processus, il faut réfléchir à ce à quoi on n'a jamais réfléchi pour savoir si par hasard il y aurait quelque chose ici qu'on aurait raté, et puis pas dire parce que l'iOS X de telle date est bien sécurisé que ça va être tout le temps le cas, parce que tout évolue tout le temps. Et je pense que la sagesse de la sécurité, c'est de toujours remettre la question sur le tapis et de revoir les processus et d'en changer autant de fois qu'il faut. C'est comme ça qu'on y arrive. Il n'y a qu'à voir, ça fait des années qu'on est convaincu que les moteurs puisqu'on en parlait déjà ce matin, des Volkswagen sont irréprochables. On avait fait un système pour les tester, on était tout content de notre système, c'est testé, si on a un tampon, c'est en ordre. Mais personne s'est amusé à revérifier ça par derrière, par les Américains, et ça montre qu'il faut tout le temps se méfier de tout et pas dire forcément... Et alors, ça va dans les deux sens, ça ne veut pas dire forcément notre système de protection qui est parfait, qui est sans faille, on va le garder éternellement, parce que de temps en temps, on peut dire, maintenant, c'est trop sophistiqué, on veut avoir des accès plus rapides, on veut démocratiser les choses. Il ne s'agit pas non plus de nuire aux utilisateurs. Il faut quand même penser qu'au départ, la sécurité est là pour aider l'entreprise à être plus efficace. Alors si la sécurité consiste à empêcher aux gens d'accéder à des données, je ne vois pas l'intérêt de la chose. Donc c'est une grande problématique aussi. Charlie Freffel. Au niveau de l'infrastructure, il y a 3 niveaux. Le plus sûr, disons, c'est celui en interne. Après, on a le cloud, mais là, le cloud privé, c'est-à-dire c'est comme un système qui est opéré par quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas partagé avec d'autres clients. Et justement, le cloud classique, où tous les clients sont plus ou moins dans un système, et il y aura moins de possibilités de sécuriser l'accès. Alors, et vous allez me dire, c'est presque, dans chaque cas, il y aura tous les systèmes. On aura tous les systèmes parce que justement les contenus diffèrent. Il y a plusieurs niveaux. Donc ce que vous voulez dire, c'est que pour chaque client, il peut avoir à faire appel à plusieurs de ces niveaux de sécurisation. Oui, absolument. Donc on a des clients qui commencent peut-être avec ce qui est le contenu marketing, je dirais qui n'est pas si restrictif, non, même pas, puisqu'il est mis à disposition sur le site web. Là, ça peut être tout à fait un cloud général. Donc ce qu'on dit cloud... qui est partagé, et ça c'est le moins cher, c'est clair. Et ensuite, on va sur le cloud privé, et en troisième partie, en interne, parce que là, vraiment, ça prend beaucoup de discussions, justement, bande passante, etc. Donc, pas pour attendre trop longtemps. Normalement, les clients ne commencent pas en interne. Voilà. Michel Croibier. Pour compléter un petit peu ces différents niveaux de sécurisation, donc du cloud partagé, cloud privé jusqu'au on-premise, en interne, où là on sécurise les infrastructures, on parle d'infrastructures, on va également sécuriser sur plusieurs niveaux. On va pouvoir sécuriser, je dirais, au plus large, ce qu'on peut appeler le support. Donc le support, c'est ce qui relève effectivement de l'infrastructure, mais qui peut relever aussi d'un appareil mobile qui peut être perdu, alors qu'il contient
des choses sensibles. Donc là, souvent, dans des entreprises qui prennent à cœur leur sécurité, ces devices mobiles font l'objet de l'installation d'un logiciel particulier qui, à distance, peut effacer ou rendre le device totalement inutilisable en cas de perte. Donc là, le contenu dedans, on va dire, il est protégé par l'enveloppe, par le support lui-même qui va s'auto-détruire si on veut bien le faire ainsi. L'autre aspect, c'est l'aspect de la plateforme vidéo elle-même. On en a parlé, on va se connecter à l'Active Directory pour savoir qui a accès à quoi. Et là, c'est vraiment la plateforme en elle-même qui va prendre en charge cette sécurisation, qui ne délivrera pas le flux si on n'est pas dans le bon pays, si on n'est pas dans la bonne succursale ou si on n'a pas les bons droits d'accès. Et finalement, dans les cas les plus extrêmes, le contenu lui-même va s'auto-protéger. Il va être crypté sous forme de DRM, ce qu'on appelle DRM, c'est une technologie qui s'appelle Digital Right Management, qui a été faite pour protéger la copie d'un média. C'est-à-dire que typiquement, il est vraiment crypté. Et même si le média est volé, est distribué librement sur Internet, eh bien, au moment où on va vouloir jouer ce média, si on essaye de jouer avec un player standard, il ne va simplement pas se jouer parce qu'il est crypté. Et si on prend un player qui est capable de gérer ce cryptage, le player va devoir s'adresser à un serveur pour obtenir le droit de jouer le média. Et si le serveur ne délivre pas le droit de jouer ce média sur certains critères, tout simplement, il est joué sur un player qui ne fait pas partie de l'intranet de la banque, c'est un critère, eh bien le média ne se jouera pas. Donc même s'il part dans la nature... L'identité et le nom de la personne, et met les molottes directement. C'est ce qu'on connaît de la vidéo en location, c'est exactement ce système, parce que là, les droits doivent être assurés aussi pour l'éditeur. Vous parlez de la VOD ? Oui, voilà. D'accord. Sur cette question, si je reviens sur la vidéo, Jacques Lacour, au niveau des codecs que vous utilisez à la Banque Pictet, quels sont-ils ? Alors de nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'une part parce qu'il y a des choses confidentielles et d'autre part parce qu'on en utilise beaucoup en fonction des besoins, Michel les connaît. Mais le codec, je ne comprends pas forcément la question parce que le codec n'a pas d'influence sur le niveau de sécurité pour nous. On va utiliser... Non, le codec sert simplement à encoder, à déterminer le poids de la vidéo et puis de savoir à partir de quelle plateforme on pourra regarder la vidéo. Par contre, les droits d'accès, effectivement, sont inscrits ailleurs ou inscrits dans à la fois les appareils et le logiciel. Non, s'il est vrai que le codec en lui-même a peu d'influence sur la sécurisation de la vidéo, si on met de côté le fait que certains codecs supportent mieux certaines DRM que d'autres, voilà. Et le codec en lui-même, effectivement, n'importe peu au niveau sécurité. Par contre, il importe beaucoup en termes d'impact sur les infrastructures. Alors justement, j'aimerais rebondir là-dessus. C'est pas du tout dans le cadre de notre discussion, ou presque pas. C'est-à-dire qu'on parle de sécurité, mais il y a une sécurité auquel on n'a pas du tout parlé, juste très rapidement, c'est le coût écologique. On parle beaucoup du cloud. C'est un coût qui est directement supporté par les entreprises, puisque je parle d'une entreprise, la nôtre, mais par les individus, par les nations, par les infrastructures, par tout le monde. Et on vit à une époque où tout le monde parle cloud et tout le monde commence à même utiliser ces logiciels directement à l'extérieur. On n'a plus qu'un terminal qui nous permet de nous connecter. Tout passe par le cloud. Et puis on se dit, super, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. Et non, ça a un coût énorme. Et ce coût augmente de plus en plus en termes d'électricité, en termes d'infrastructure. S'il suffit de voir les baies de stockage qu'on met dans le Nord pour Google ou Apple ou je ne sais qui. Et puis, il y a un coût écologique pour la planète. Alors, ce n'est pas du tout le débat maintenant, mais gardons en tête quelque part que le cloud n'est pas gratuit. Michel Croibier, comment restreindre le contenu, l'accès au contenu d'un média, en l'occurrence d'une vidéo ? Alors, c'est un petit peu un mélange de ces méthodes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Il est extrêmement difficile de répondre à cette question. Et c'est pour ça que nous, notre première approche, quand on est dans des environnements sécurisés, c'est de parler avec les responsables IT des entreprises, avec les responsables de sécurité. En général, c'est vraiment ce qu'on met en avant, parce que de là va découler l'architecture technique qu'on va déployer. Donc c'est vraiment nos interlocuteurs privilégiés. Quand on va déployer des plateformes vidéo dans les entreprises, c'est vraiment les toutes premières personnes qu'on rencontre pour faire du sur-mesure à chaque fois. Donc effectivement, cette réponse est un petit peu... Je peux concevoir qu'elle ne soit pas très satisfaisante puisque je ne donne pas de réponse. Mais encore une fois, au cas par cas, en fonction des besoins du client. Est-ce que
l'idée est de relier obligatoirement à chaque fois la plateforme média à un Active Directory, comme vous nous disiez tout à l'heure. Souvent. Honnêtement, souvent, parce que on s'adresse à des entreprises qui ont des centaines ou des milliers de salariés et une gestion manuelle des droits d'accès sur autant de salariés serait extrêmement compliquée. Il y a eu des cas de figure sur des entreprises de taille moyenne où il y avait moins de 100 salariés, où les gens se sont dit oui, on va pouvoir le gérer. Alors, il n'y a pas de problème pour créer des comptes. Un nouvel employé arrive, on lui crée une adresse email, on lui crée un compte sur la plateforme vidéo, aucun problème. Par contre, quand il part, est-ce que on va penser à lui effacer son email, on va penser à lui reprendre son badge d'accès, mais qui va penser à aller effacer son compte sur la plateforme vidéo? Parce que ce n'est pas le métier de l'entreprise. Ouais. Charlie Prefel. Ce qu'on peut aussi faire, c'est mettre à disposition la vidéo pendant un certain temps. Ça peut être même pour la durée d'une fois, c'est-à-dire si c'est une vidéo de 3 minutes, on peut assurer que la vidéo ne peut pas être vue une deuxième fois. Alors, donc ça c'est aussi un niveau de sécurité. La plupart des clients font un petit site web avec un accès mot de passe, etc., qui est déjà une sécurité, mais qui n'est naturellement pas très, très efficace. Donc c'est une combinaison, et c'est toujours en temps la situation du client. Et dans l'entreprise, la plus simple, en guillemets, hein, c'est vraiment d'avoir un système en interne, puis là, la discussion ne se donne plus. Une question technique, quels sont les avantages, messieurs, à utiliser un CDN ? Quel est l'avantage en particulier, ou les avantages, Michel Croibier? Alors un CDN, c'est un Content Delivery Network. Ce sont des entreprises, en général de grosses entreprises, qui rayonnent au niveau mondial, ou en tout cas au niveau national, et à qui vous allez pouvoir donner un média, un film ou un flux live, par exemple, et qui vont être capables de distribuer ce flux live à une très très large audience. Si vous avez, par exemple, une entreprise qui fait une communication, un lancement de produit, Apple lance l'iPhone 18, on peut s'attendre à des centaines, voire des dizaines de milliers de connexions simultanées sur le flux live. Même Apple, eux-mêmes, n'ont pas les moyens de mettre autant de serveurs qui sont capables de délivrer toutes ces personnes en même temps. Il y a des sociétés comme Akamai, Limelight, Level 3, il y en a un certain nombre, qui se sont spécialisés dans la démultiplication des données et la distribution sur Internet avec des technologies qui, en général, reposent sur le fait qu'ils ont un peu partout sur la planète des points d'accès et entre ces points d'accès, ils ont des très très gros tuyaux. Ce qui fait que quand on fait un encodage, et c'est ce qu'on fait là en ce moment, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, la vidéo qui part chez les personnes qui nous regardent, rentre d'abord chez un de ces CDN, le plus proche de la ville de Lausanne, que j'imagine l'entry point doit être à Zurich ou quelque chose comme ça. Et de là, si quelqu'un nous regarde depuis les États-Unis, notre stream va aller à Zurich. De Zurich va prendre le super gros tuyau d'Akamai qui va aller jusqu'à New York. Et l'utilisateur à New York se connectera sur l'entry point de New York. Et évidemment, ce flux continu va être dédié à tous les utilisateurs de New York. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir tenir des charges extrêmement importantes. Il faut bien prendre en compte que ça marche quand on a une source vers de multiples destinations. Quand on a la problématique d'une entreprise avec une succursale et qu'on a 1000 personnes dans le bâtiment et que toutes ces 1000 personnes regardent la vidéo, il faut bien voir que même avec un CDN, si chacune de ces personnes se connecte sur le central d'Akamai de New York, ça fera quand même 1000 flux qui vont sortir du bâtiment. Une fois arrivé sur le central d'Akamai, tout se passera bien. Mais le bottleneck va se trouver au niveau du point d'entrée de l'entreprise. Et c'est là que les solutions apportées par Extendix, de faire des caches locaux qui vont faire qu'un seul flux viendra consommer la bande passante entrante de l'entreprise pour ensuite le diffuser à l'interne. Le CDN n'adresse pas tous les problèmes. Alors on le voit bien avec cette question de la sécurité en particulier, c'est particulièrement complexe pour les personnes peut-être qui nous regardent et qui veulent sécuriser leur flux média, à part évidemment à faire appel à des spécialistes comme vous. Est-ce qu'il y a peut-être des conseils à donner, des outils simples, si on n'a pas besoin d'une infrastructure extrêmement lourde? Quels conseils on peut donner? Charlie Freffel peut-être? Donc le conseil pour la distribution des vidéos, je pense que, encore une fois, il y a des infrastructures qui sont ici sur place, qui sont conçues pour servir les entreprises et qui sont dans un prix qui est assez raisonnable pour commencer, pourquoi ne pas
prendre ces services et d'apprendre avec ces services, déjà parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore un studio comme chez Pictet, donc ils ont peut-être 4, 5, 6 vidéos. Ils n'aimeraient quand même pas les mettre à disposition sur YouTube pour certaines raisons. Alors, c'est une question de prix à la fin. Alors, c'est là que, justement, une infrastructure qu'on met en service, software as a service, en cloud, est vraiment une bonne solution. Michel ? Peut-être un petit complément là-dessus aussi. Ne pas perdre de vue, comme on l'a dit au début, qu'on peut sécuriser une vidéo de tous les moyens en private cloud, voire installée on-premise, si un individu qui a les droits filme son écran et décide de le mettre sur YouTube, ça, on ne peut pas l'éviter. Donc, une bonne façon aussi de réduire le coût du déploiement de la sécurité, c'est de rester dans le raisonnable. De ne pas mettre en place un système de sécurisation tel que, de toute façon, il sera beaucoup plus simple de filmer l'écran. Donc, ça ne sert à rien d'en faire trop au bout d'un moment. Il vaut mieux sensibiliser les gens, faire de la sensibilisation auprès des personnels de l'entreprise. Ça coûtera beaucoup moins cher que de déployer des serveurs encryptés, etc. Donc au bout d'un moment, il ne faut pas penser que technique, il faut penser RH, parce que l'erreur est aussi souvent humaine. Oui, et c'est ce que nous disait d'ailleurs Jacques Lacour dans une table ronde précédente sur, d'un côté, la culture d'entreprise et l'importance de sensibiliser, d'avoir confiance en ses équipes. Concrètement, la Banque Pictet, qu'est-ce qu'elle met en place pour sensibiliser les collaborateurs sur cet aspect-là ? Moi, je dirais que, de nouveau, puisque c'est un conseil à monsieur tout le monde, il y a 3 étapes indispensables. La première, c'est s'intéresser à la sécurité. On ne peut pas faire une bonne sécurité si on dit « Ah, de toute manière, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi ». Il y a certainement des spécialistes qui font ça très bien. On doit être protégé, ça marche très bien. Ça, c'est faux. 1, s'intéresser. 2, du bon sens. Le bon sens, c'est de dire un mot de passe compliqué, c'est mieux que 1, 2, 3, 4, 5. Ça, tout le monde en conviendra, mais il faut encore l'appliquer. Et si je viens au 3e point, le 3e point, c'est faire des efforts. Malheureusement, les efforts, ça veut dire faire des mots de passe, réfléchir à tous nos systèmes, mettre l'argent qu'il faut, mettre les choses au bon endroit, tout ça, ça demande des efforts. Si on fait ces 3 étapes-là, on a fait déjà un très grand pas dans la sécurité. Et puis, effectivement, in fine, c'est, comme je disais ce matin, l'être humain est quand même un maillon clé dans la sécurité. Et si l'esprit d'entreprise favorise la sécurité, ou en tout cas est adressé dans le bon sens, on augmente sensiblement le niveau de sécurité. Messieurs, merci beaucoup. Je ne vais pas vous poser la question des coûts, parce que j'ai bien compris que là, c'est vraiment encore plus que les autres sujets, encore plus difficiles à estimer. Peut-être pour conclure, Michel. Oui, alors, une question qui vient d'arriver. On y a partiellement répondu, mais peut-être pas suffisamment, puisque la question se repose. Ne fait-il pas sens de bien séparer l'infrastructure vidéo de l'infrastructure métier ? Alors oui, évidemment, c'est ce qu'on a dit au début. Malheureusement, on ne peut pas dupliquer les postes de travail dans l'entreprise. Tout le monde ne peut pas avoir un poste métier et un poste vidéo. Et ça a un coût. Et ça a un coût. Donc au bout d'un moment, il y a forcément une concentration qui se fait. On ne peut pas tout dupliquer. Par contre, il y a beaucoup d'autres méthodes. Et par contre, faire de la qualité de service, de la réservation de bande passante, là, c'est des solutions qui sont moins coûteuses que de tout dupliquer. Oui. Jacques Lacour, vous nous disiez justement que la priorité pour la Banque Pictet, c'est avant tout les données bancaires, le cœur de votre métier, et accessoirement le flux média. Sur l'utilisation justement de cette duplication, ce n'est pas le cas chez vous ? Tout à fait, c'est le cas, et c'est d'autant plus difficile que la bande passante demandée par la finance est plus faible que la bande passante demandée par la vidéo, qui elle a moins d'importance. C'est une situation un peu paradoxale et difficile lorsqu'on va discuter avec l'équipe de l'IT, de leur dire, écoutez, moi qui ne suis pas important, qui fait un petit peu de vidéo, j'ai besoin de 80% de la bande passante de vos tuyaux qui ont coûté très cher. C'est toujours assez délicat de venir discuter avec l'équipe, mais une fois que tout le monde a bien compris que la vidéo a besoin de bande passante et que la sécurité, que les flux financiers sont plus importants que la vidéo, on arrive toujours à s'entendre pour trouver des solutions pragmatiques.
Jacques Lacour, Charlie Freffel et Michel Croibier, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct pour ces différentes tables rondes. Il y en a eu 5 en tout durant cette journée. C'est la première journée suisse de la vidéo numérique. Un grand merci pour votre attention. Je vous signale juste que tout à l'heure à 19h30 sera diffusée sur la télé.ch, une émission spéciale en lien justement avec les différentes thématiques. Vous retrouvez les 3 intervenants ici et également il va nous rejoindre tout à l'heure Frédéric Sardet, le responsable des archives de la ville de Lausanne, 19h30 sur la télé tout à l'heure. Merci beaucoup, très bonne soirée à toutes et à tous, à bientôt.